Bonjour, on va aborder tout de suite la section 1.11 sur la superposition des ondes. Euh, mais on va revenir, inquiétez-vous pas, sur les sections, les quelques sections qui ont été sautées. Pour vous introduire à cette superposition des ondes, je vais vous montrer une vidéo. Euh, donc ici, ce qu'on a fait, c'est bien simple. On a ici un ressort qui est assez mou, ok? Et là, on a une personne à droite qui va qui va faire une impulsion vers le haut. Et la personne à gauche ici, elle va faire aussi une impulsion vers le haut, à peu près simultanément et à peu près de la même taille. Bon, celle-là est un petit peu, lui, il a fait un petit peu plus grande à gauche qu'à droite, là. Mais disons, appelons, pour simplifier, disons que les deux ont fait une amplitude égale à 1,5 lignes. Vous voyez, il y a comme des lignes, là. Donc au départ, le ressort est parti de la ligne centrale ici. Et mettons ici, on a une impulsion qui est d'une amplitude de 1,5 lignes. Euh, Mettons que du côté ici, c'est un petit peu plus grave, mais supposons que c'est la même chose. Et là, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que ça va faire, parce que là, cette impulsion-là, elle va se propager vers la droite, cette impulsion-là, elle va se propager vers, pardon, celle-là va aller vers la gauche, celle-là va aller vers la droite. Qu'est-ce que ça va faire quand les deux vont se rencontrer? C'est ça qu'on se pose la question. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat quand ils vont se rencontrer? Regardons le résultat. Tadam! Évidemment, la vidéo ici est prise au ralenti. Quand on essaie de voir ça, euh, disons en direct, c'est assez difficile parce que ça va très rapidement. Revoyons la séquence. Donc, vous voyez, là, les ondes vont l'une vers l'autre. Et là, ils commencent à se toucher. Vous voyez, ici, ça commence à lever. Ça lève, ça lève. Et voyez-vous, qu'est-ce qui se passe ici? On atteint une amplitude de 3 unités. Donc au départ, admettons qu'ici on avait une amplitude de 1,5 unités de chaque côté. Voyez-vous l'amplitude résultante qu'on obtient au maximum, c'est qu'on obtient une amplitude 2 fois plus grande. En fait, on additionne l'amplitude de droite qui est 1,5 unités, plus celle-là de gauche qui est 1,5 unités, et on obtient une amplitude résultante de 3 unités. Alors ça, c'est très intéressant. Donc les ondes se sont additionnées, voyez-vous ça? Et après ça, pouf, ils vont continuer à se propager chacun de leur côté. On revoit ça une dernière fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interférence constructive. Donc autrement dit, l'onde de gauche, l'impulsion de gauche, l'impulsion de droite vont s'additionner ensemble pour donner une impulsion résultante qui est 2 fois plus grande. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'interférence constructive. C'est comme si on construit une onde ou une impulsion qui est la somme des deux euh, qu'on a, qu'on a envoyé entrer en collision. Maintenant, on va faire l'inverse. On a la personne, euh, les deux vont envoyer une onde, mais cette fois-ci en sens opposé. Tantôt, les deux ont envoyé dans l'impulsion vers le haut. Là, maintenant, on va avoir ici, ça va l'envoyer vers le haut, et à gauche, on va l'envoyer vers le bas. Et on va voir qu'est-ce qui va se produire. Vous voyez, donc, on a les impulsions qui sont inverses. On a à peu près la même amplitude de chaque côté, c'est-à-dire à peu près grosso modo une ligne, là. Donc une unité d'amplitude de chaque côté. Wow! Voyez-vous ce qui s'est produit? Ce que je veux. Bon, on va le revoir. OK. Je vais arrêter, je vais faire pause à l'endroit que je veux surtout vous faire remarquer. Voyez-vous ici? À un certain moment, l'amplitude totale est presque zéro. Là, c'est pas tout à fait le cas parce que l'amplitude que la personne de gauche et de droite ont envoyée était légèrement différente. Ils n'ont pas envoyé exactement la même impulsion, avec la même durée puis la même hauteur.
Mais théoriquement, si les deux avaient envoyé exactement la même impulsion, ici, on aurait le ressort qui serait parfaitement horizontal. Donc, autrement dit, momentanément, les deux, ils s'annulent complètement. Mais c'est à peu près ça qu'on a. Voyez-vous, le ressort est revenu presque horizontal. Donc, les deux se sont annulés. C'est ce qu'on appelle de l'interférence destructive. C'est comme si, à ce moment-là, il n'y a plus rien. En tout cas, c'est comme s'il n'y avait rien, en fait. Donc, c'est comme si les deux impulsions s'étaient détruites en quelque sorte. Je le mets entre guillemets. Pourquoi je le mets entre guillemets? C'est parce qu'en réalité, ils ne se sont pas vraiment détruites, parce que si on laisse le temps s'écouler, on se rend compte que l'énergie est encore là, puis les ondes vont ressortir chacun de leur côté. Mais momentanément, au moment où est-ce qu'ils sont une sur l'autre, ici, euh, à ce moment-ci, l'amplitude est presque zéro et il s'annule momentanément à ce moment-ci. Donc, c'est ça qu'on appelle l'interférence destructive. Si on revient ici à la présentation, donc, quand on arrive avec deux impulsions qui arrivent dans le même sens, les deux sont vers le haut, et qu'on les additionne, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une impulsion qui est deux fois plus grande. En fait, qui est l'addition de l'amplitude de la première plus l'amplitude de la deuxième. Ça donne l'amplitude résultante ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'interférence constructive. C'est vraiment super important, ça. Ce mot-là, interférence constructive, on va le dire à environ 1 millier de fois d'ici la fin du cours. Ça va revenir beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va en reparler beaucoup pour les ondes de lumière aussi. Les ondes de lumière peuvent donner lieu à l'interférence constructive. On va en parler dans le chapitre 3. Maintenant, si on a des ondes qui arrivent en sens opposé, comme dans la deuxième vidéo, qu'est-ce qui se produit? C'est que momentanément, quand ils sont une sur l'autre, c'est-à-dire au moment où celle de gauche arrive vis-à-vis celle de droite, comme ça. Alors, quand ils sont l'une sur l'autre comme ça, qu'est-ce que ça donne? Momentanément, ça donne ça. Ça donne rien. Donc, ils s'annulent entre elles et momentanément, on n'a rien. Donc, momentanément, ils s'annulent entre elles. C'est ce qu'on appelle de l'interférence destructive. On remarque donc que l'amplitude résultante est la somme des amplitudes des ondes qui se superposent. Donc, autrement dit, mettons qu'ici, on a une amplitude de, tu sais, dans la vidéo, par exemple, on a une amplitude de plus une unité. Ici, on a une amplitude de moins une unité. Donc, plus une unité, moins une unité. Donc, c'est comme si on faisait plus 1, moins 1, fait que ça donne 0. Donc, ça donne une amplitude totale nulle, momentanément. Tandis qu'ici, on avait, mettons, plus une unité, fait que ça donne 2 unités d'amplitude ici à ce moment-là. Mais c'est vraiment à un moment précis, au moment où les deux impulsions se chevauchent. Parce que comme on a remarqué dans la vidéo, après qu'ils se soient chevauchés, ils vont continuer leur chemin comme si de rien n'était. Donc en fait, l'impulsion, mettons l'impulsion en rouge, l'impulsion qui est sur le dessus, après l'interférence destructive, elle va continuer son chemin vers la droite, puis l'impulsion en vert, elle va continuer son chemin vers la gauche. Mais momentanément, quand ils sont embarqués une sur l'autre, ils s'annulent. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire que les ondes, quand ils sont une par-dessus l'autre, on les superpose. Ils se superposent. Donc, on peut en fait, c'est comme deux fonctions qu'on additionne. C'est comme additionner cette fonction-là avec cette fonction-là. Autrement dit, faites cette opération-là, ben, ça va vous donner 0. Okay? Donc, c'est ça le principe de superposition, c'est que les ondes, quand on les met une sur l'autre, c'est comme si on pouvait additionner les fonctions qui les représentent pour trouver le résultat que ça va donner. Une onde est représentée mathématiquement par une fonction symbolisée par la lettre Y. Cette fonction exprime la position de l'onde en fonction du temps.
Quand deux ondes ou plus se chevauchent, on dit qu'elles se superposent. En se superposant, les ondes interfèrent entre elles. Donc, si les deux ondes sont de même signe, ça donne lieu à l'interférence constructive. Donc, les ondes, je veux dire, s'aident entre guillemets, là. Donc, ils travaillent les deux dans le même sens, ce qui construit une onde encore plus grande. Et à l'inverse, si les ondes sont de signe inverse, on a lieu à l'interférence destructive où les ondes se nuisent, entre guillemets, là, euh, donc, ou se détruisent momentanément. Euh, donc, si on a des ondes sinusoïdales progressives, donc, autrement dit, c'est des ondes en forme de sinus. Donc, vous voyez ici, on a une première onde en haut, on a une deuxième onde en bas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir sur la corde? On va avoir cette onde-là ici, la superposition de ces deux sinus-là. En fait, c'est comme si vous prenez ce sinus-là plus ce sinus-là égale ce sinus-là. C'est vraiment comme une addition mathématique, là. Fait que, dans le fond, l'amplitude ici, vous voyez, elle va être 2 fois plus grande sur l'onde résultante. Même chose ici pour l'interférence destructive, sauf que là, nos ondes, en fait, c'est encore deux ondes identiques. Vous voyez où? Ici, on a deux ondes identiques. Ici, on a aussi deux ondes identiques. C'est juste que la différence entre les deux situations, c'est que dans cette situation-là, ici, les ondes sont en phase. Donc, autrement dit, quand on est vis-à-vis un sommet, on est aussi vis-à-vis un sommet pour la deuxième. Puis quand on est vis-à-vis un creux, on est aussi vis-à-vis un creux pour la deuxième. Ça, c'est ce qu'on appelle les ondes en phase. C'est-à-dire, ils sont comme alignés en quelque sorte. Tandis qu'ici, quand on est à un sommet sur l'onde du haut, on est à un creux sur l'onde du bas. Puis quand on est à un creux sur l'onde du haut, on est à un sommet sur l'onde du bas. Bref, ça ici, c'est ce qu'on appelle des ondes en antiphase. Donc, ça veut dire justement, ils sont inverses l'une de l'autre. Donc, à ce moment-là, ils vont s'annuler. Donc, autrement dit, le sommet ici va s'annuler avec le creux qui est là, le creux qui est ici va s'annuler avec le sommet qui est là, etc. Et au final, on va avoir rien. Donc, une amplitude nulle. La prochaine chose que je veux parler, c'est la vitesse d'une onde sur une corde ou sur ça pourrait être aussi sur un ressort. Euh, On va faire une démonstration de ça en classe pour voir de quel facteur dépend la vitesse d'une onde sur une corde. Mais je vous donne en mille tout de suite. En fait, la vitesse d'une onde sur une corde va être proportionnelle d'abord à la tension de la corde. Donc, en fait, plus vous avez une corde qui est tendue, plus l'onde va aller vite. Donc, F ici, ça représente la tension de la corde. F pour force, là. La raison pour laquelle on n'utilise pas le symbole T, c'est pour ne pas confondre avec la période, qui est le symbole qu'on va utiliser souvent dans cette matière-là. Donc, pour être sûr, parce que sinon, ça entraînerait une confusion. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas T, comme on faisait en mécanique, mais on utilise plutôt F pour force. Mais c'est une force de la tension dans la corde. Donc, plus votre corde est tendue, vous pouvez l'expérimenter à la maison, peut-être si vous avez des cordes ou des ressorts. Plus votre ressort, votre corde est tendue, plus l'onde qui va se propager sur elle va être rapide. Par contre, ça ne sera pas proportionnel. Donc, c'est pas parce que vous doublez la tension que la vitesse va doubler. Ça va être proportionnel à la racine carrée de la tension. Donc, ça pourrait être démontré, expérimentalement. Et d'ailleurs, on va probablement faire une expérience par rapport à ça. Et aussi, ça dépend de ce qu'on a de mu, qui est en fait la masse linéique de la corde. Donc, la masse linéique, c'est en fait la masse par mètre de corde, en kilogrammes par mètre. Donc, si par exemple, vous avez mu égale à 0,3 kg par mètre, ça veut dire que chaque mètre de corde pèse ou a une masse de 0,3 kg. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est la masse pour chaque mètre de corde dans laquelle on fait propager l'onde.
Donc ça, ce que ça veut dire, en fait, voyez-vous, c'est inversement proportionnel à mu. La vitesse de l'onde est inversement proportionnelle à mu. Donc plus votre masse, plus votre corde est lourde, plus votre corde est lourde, plus votre mu va être élevé. Donc plus votre corde est lourde, plus votre vitesse va être faible. Donc c'est assez, en fait, c'est assez intuitif parce que la masse, dans le fond, c'est l'inertie, c'est la difficulté de mettre en mouvement un objet. Donc, autrement dit, plus votre corde est lourde, plus elle a de l'inertie. Donc, c'est logique qu'elle est plus dure à mettre en mouvement. Donc, l'onde va être plus lente pour se propager à travers elle. Pour avoir une définition, pardon, une démonstration rigoureuse de cette équation, je vous invite à aller voir dans le manuel à la page 84. C'est très intéressant de voir d'où viennent les équations. Je ne le ferai pas ici, mais je vous invite à aller voir dans votre manuel à la page 84 pour voir la démonstration de cette équation. OK. Donc, si la force, vous la mettez en newton et que votre masse linéique, vous la mettez en kilogrammes par mètre, vous allez obtenir la vitesse en mètres par seconde. Je vous invite finalement à étudier l'aperçu de la section 1.11 dans votre manuel à page 107. On vous montre les différents cas de figure de réflexion d'onde. Donc, on a déjà parlé de cette situation. Je vais commencer avec la situation ici. Donc, quand on envoie une impulsion sur une corde et que ici, vous voyez, la corde est attachée à un mur, alors on a déjà dit la réflexion va être inverse par rapport à l'impulsion incidente. Donc, l'impulsion incidente était vers le haut, l'impulsion réfléchie va être vers le bas. Donc, il y a eu une inversion. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une réflexion dure. Donc, une réflexion dure, c'est quand, justement, on a une extrémité fixe, ça donne lieu à une réflexion opposée. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion dure. Par opposition, lorsqu'on a l'impulsion, mais là, cette fois-ci, à la place que la corde soit attachée sur un mur, dans le fond, c'est juste un petit anneau qui bouge librement sur un axe vertical, sur une espèce de une tige verticale. On considère qu'il n'y a aucun frottement en passant entre l'anneau et la tige. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une extrémité libre. Et là, ce qui va se produire, c'est que la réflexion va être, comme on a dit, va être dans le même sens que l'impulsion incidente. Donc l'impulsion incidente était vers le haut. La réflexion va aussi être vers le haut dans cette situation-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réflexion molle. On peut faire des réflexions aussi simplement en attachant deux cordes de densité différentes. Donc, vous voyez, sur ce schéma ici, on a une corde qui est légère, et la petite corde de gauche est légère. Vous voyez que la corde de droite, elle est plus grosse, elle est plus lourde, elle a une masse linéique plus élevée. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit mu1. Rappelez-vous, mu ici, c'est le symbole de la masse linéique. Donc, la masse linéique de la première corde est plus petite que la masse linéique de la deuxième corde. Et là, on envoie une impulsion sur la petite corde vers le haut. Ce qui va se produire, c'est que l'impulsion va repartir par le bas. Donc, en fait, il va y avoir dans le fond, l'énergie va être divisée en deux. Au départ, toute l'énergie est dans l'impulsion ici. Mais après ça, l'énergie va se diviser en deux. Il y a une partie de l'énergie qui va continuer, ce qu'on appelle l'énergie transmise. Donc, il y a une onde qui va être transmise, c'est-à-dire qui va réussir à traverser le point de jonction entre les deux cordes et se propager dans la grosse corde. Celle-là va avoir une toute petite amplitude, comme vous voyez, et elle va continuer dans le même sens que le sens original, c'est-à-dire vers la droite, et elle va continuer aussi dans le même... elle ne va pas être inversée. Donc, autrement dit, l'impulsion ici, elle était vers le haut, et l'impulsion transmise va encore être vers le haut. Par contre, la partie réfléchie, elle va être inversée, vous voyez, elle va être vers le bas. Donc, on a affaire, encore une fois, à une réflexion dure. Donc, autrement dit, on peut comparer ces deux situations-là ensemble. Donc, autrement dit, d'attacher une petite corde à une grosse corde, c'est un peu comme l'attacher sur un mur. Mais un mur, c'est comme un cas extrême. Un mur, c'est un peu comme si c'était une corde, mais infiniment lourde. C'est un peu ça, finalement. Donc, on peut dire que le mur, ici, c'est comme un cas limite, un cas extrême
de ce cas-là. Donc, c'est l'équivalent de ce cas-là, mais avec une deuxième corde qui est comme infiniment lourde. Donc, dans les deux cas, on va avoir lieu à une réflexion dure. C'est juste que dans le cas du mur, évidemment, on ne pourra pas avoir une onde transmise. Même chose pour... Et là, on inverse la situation. Donc ici, on a une grosse corde au départ, on a une petite corde en deuxième, et on envoie l'impulsion par la grosse corde. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir une impulsion d'abord transmise, qui va encore une fois être du même sens que l'impulsion incidente. Qu'est-ce qu'on conclut? C'est que l'impulsion transmise est toujours droite, voyez-vous? Donc celle-ci, l'impulsion transmise, elle est droite. L'impulsion transmise, elle est droite. Donc peu importe la situation, l'impulsion transmise est toujours droite. Par contre, regardez l'impulsion réfléchie maintenant. L'impulsion réfléchie, elle va aussi être droite, tandis que tout à l'heure, l'impulsion réfléchie était inversée. Donc, il se produit, encore une fois, une réflexion molle, comme on avait ici. Donc, autrement dit, on peut, encore une fois, comparer ces deux situations-ci. Donc, dans les deux situations, il se produit une réflexion molle, c'est-à-dire que la partie qui est réfléchie est droite, c'est-à-dire du même sens que la partie qui était incidente. Puis juste pour dire, quand on a, mettons, deux ondes qui arrivent une par-dessus l'autre comme ça, mettons, ils n'ont pas besoin d'être la même forme, voyez-vous? Ici, celle de gauche, elle a une espèce de forme rectangulaire, l'autre, elle a une espèce de forme de sinus. Qu'est-ce qui va se produire quand ils vont arriver une sur l'autre? Ben, additionner les deux ensemble, tout simplement. Puis là, vous allez avoir vous allez avoir la superposition qui va se faire ici au moment où ils sont... Autrement dit, vous additionnez les deux fonctions ensemble. Et une fois que éventuellement le rectangle va recontinuer vers la droite, le sinus va recontinuer vers la gauche comme si de rien n'était. Donc les ondes vont continuer à se propager comme si de rien n'était après leur superposition. Donc ici, c'est la superposition.